Bon, après cette séquence pleine de peps, nous allons passer à la séquence emploi. Comme vous l'a expliqué Hugues Métras ce matin, plusieurs industriels partenaires de Nanoélec nous ont dit qu'ils avaient des problèmes d'attractivité et que ça devenait de plus en plus prenant. Donc, on a regardé comment travailler à notre niveau avec eux. Et comme il y avait un cadre de confiance à l'intérieur du consortium, on a commencé à travailler et à faire des séminaires de travail pour dégager des pistes collectives. Parce que chaque employeur, bien sûr, fait des actions par lui-même. Mais l'idée là, comme il faut attirer plus de gens vers nos régions et dans notre filière. Donc, les intervenants vont vous présenter les pistes d'action collective. Il fallait souligner également le travail très intense de préparation et d'animation qu'a conduit l'équipe recrutement de la direction du CEA de Grenoble. Qui va animer la séquence. Je laisse la place à Laurent Delatte, chargé de mission numérique et chef du projet Smart City de Grenoble-Alpes Métropole. Merci. Donc Laurent Delatte, chargé de mission numérique Smart City. Je vais demander à tous les intervenants de venir sur le plateau. Vous pouvez, oui, n'hésitez pas. On n'est pas forcément en avance, donc on va essayer de tenir. Alors, il y a eu beaucoup de prises de parole plutôt institutionnelles, en tout cas plutôt côté pouvoir public, parapublic ce matin, les acteurs de la formation, les acteurs de l'emploi. Là, ça va trancher un peu, puisqu'on a autour de la table, à mon exception près, quasiment que des industriels ou des représentants du monde industriel ou de collectifs, en tout cas des acteurs économiques. L'enjeu étant de montrer un peu comment les deux dynamiques se retrouvent, hein, puisque, alors je ne sais pas si c'est un peu la même chose que ce que nous disait ce matin l'État et la préfecture, si c'est du 70-30 dans les efforts sur le sujet de l'attractivité, mais en tout cas, à un moment donné, ces dispositifs, ces actions, cette mobilisation du côté des institutionnels, il faut qu'elle retrouve aussi une dynamique du côté des industriels, et c'était un peu l'objectif de cette nouvelle séquence. Donc on va commencer par voir un peu l'initiative. Comment elle a été initiée, quelles ont été les premières pistes qui ont été travaillées par le groupe pour voir un peu comment contribuer à la dynamique collective, avec donc Jérôme Bravard du CEA. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué. Ouais. Oui, une petite erreur. C'est moi qui suis de Grenoble-Alpes Métropole. Voilà, Jérôme Bravard du CEA qui va nous présenter un peu l'initiative de la démarche et puis les premières pistes explorées. Merci, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots, je vais faire bref, comme je vois qu'il est déjà 11h46 et que tout le monde a faim, donc on va aller vite. Et je vais surtout laisser la parole à mes collègues qui ont bien travaillé, qui ont beaucoup de choses à vous dire. Je voulais simplement introduire cette séquence donc, qui est intitulée sur les idées et valeurs que les industriels de la microélectronique souhaitent mettre en avant pour rendre la filière attractive. Je souhaitais commencer par un retour en arrière. Je crois que ce constat de pénurie de vocation et d'un manque d'attractivité de la filière que nous faisons tous ensemble aujourd'hui, ce matin, et au travers des différentes présentations de qualité qui nous ont été proposées, nous le faisions, nous, industriels, RTO, institutionnels, chacun de notre côté jusqu'à présent. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est tous autour de la table et on a été réunis à plusieurs reprises pour échanger, travailler ensemble et voir quel axe on voulait mettre en avant pour cette filière de la microélectronique dans les mois et les années qui viennent. À ce titre-là, ça n'a pas été dit, mais je tiens à saluer le travail exceptionnel fait par l'IRT, Hugues, Sandrine, François et toutes leurs équipes depuis quelques semaines maintenant, parce que c'est pas facile de nous avoir en même temps, de nous avoir tous autour de la table, donc bravo à vous.
Et bravo également tous mes collègues, tous les gens qui sont ici présents, parce que c'est pas une initiative simple à mettre en œuvre. Il faut aller au-delà du constat initial, au-delà des éventuels, je vais le dire, antagonismes peut-être, pour reprendre une expression que j'ai entendue, que j'ai bien aimée ce matin. J'ai entendu chasser en meute. Donc ça me parle bien. En tant que responsable de la cellule recrutement, ça me parle bien, chasser en meute, cette logique de collectif qu'il faut poursuivre. Voilà. Donc on ne va pas se mentir, on n'a pas, alors même si je travaille au CEA, on n'est pas dans une innovation de rupture, on va pas inventer la roue tout de suite, mais on va aller dans le concret. On va pas se perdre dans des déclarations d'intention sans lendemain. On voulait avancer sur des actions réalistes, concrètes, immédiatement tangibles. Et donc ça va être le sens des 4 actions qui vont vous être présentées par mes collègues ici présents. Je voulais remercier également les personnes qui se sont dévouées pour coordonner ces projets. Donc, les interlocuteurs qui vont se présenter, DST, l'INRED, Aledia, Minalogic, qui vont donc être la locomotive de toutes ces actions, qui ont répondu présent, mais plus globalement souligner que c'est tous les acteurs de la microélectronique du territoire qui ont répondu à notre appel et qui ont participé à ces échanges et qui vont participer demain à ces différents groupes de travail. Assez de teasing, je vais passer la parole à mes collègues. Merci à vous. Oui, alors on va donc passer au premier sujet, à la première action identifiée. Je pense qu'il est directement, il est allumé. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Et là, cette première action, donc, qui porte, on l'a évoqué, du fait des difficultés, on commence à attaquer de plus en plus tôt ces questions d'orientation. Alors, c'était remonté au lycée, maintenant on va descendre au niveau des collèges. Donc comment, au niveau des acteurs économiques, cette sensibilisation se fait déjà peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des choses qui sont aujourd'hui, ce qu'on disait, le constat il n'est pas nouveau non plus. Et puis, qu'est-ce qui peut être renforcé éventuellement demain et comment vous pouvez contribuer de manière plus globale à la dynamique sur cette partie collège-lycée? Exactement. Donc, le but de cette première action, c'est de... Je ne vous ai pas présenté, je suis désolé, désolé si vous pouvez le faire du coup. Donc, je me présente, Muriel Dupont, je suis responsable partenariat R&D pour Aledia. Donc, le but de la première action, c'est de susciter effectivement des vocations dans les collèges. Pouvoir aller parler donc, auprès des jeunes et leur permettre également de s'identifier. Par exemple, on sent que effectivement, les jeunes, comme ça a été dit auparavant, la première chose qu'ils pensent quand on leur parle de microélectronique, c'est effectivement un portable. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur expliquer, oui, mais ce portable, il vient d'où? Donc on a déjà des kits qui existent où on part par exemple du sable et on leur démontre toute la visibilité pour comment on arrive à un smartphone. Donc là, ça devient du concret. On vient avec un morceau de lingot, par exemple. On vient avec des plaques de silicium vierges. Ensuite, on vient avec des plaques de silicium avec des circuits. Et on leur explique comment on vient découper tous ces circuits et comment ensuite on les dépose dans un smartphone. Et il faut également ouvrir ce smartphone et leur dire, voilà, les composants que vous allez fabriquer, ils sont effectivement dans ce smartphone. Après, il y a d'autres choses que l'on peut faire, c'est effectivement venir avec des LED packagés, suivant les applications que l'on va tous avoir en fonction de nos cœurs de métier. Donc, comme vous l'aviez dit, il y a des choses qui existent déjà. On en a parlé assez longuement ce matin. On a NanoSchool qui est fait par Giant. On a Recherche fait école, où l'on va effectivement des intervenants industriels, dans lesquels j'ai participé. On intervient dans des collèges. Et donc là, il faut cibler des collèges, pas que dans le bassin grenoblois, il faut aller plus loin. Moi, je suis intervenue dans des collèges à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, à Villars-de-Lans. Et là, les jeunes, ils découvrent qu'au sein de Grenoble, on a un pôle de microélectronique et qu'on a un centre d'énergie atomique. Donc là, ça fait peur parce que s'ils n'ont pas un parent qui travaille dans ce corps de métier-là, ils ne sont pas au courant. Donc on a un gros pouvoir de communication à faire. Ensuite, on a, donc vous en avez parlé, le programme FAME,
Soitec, je sais, fait pas mal de présentations également dans les collèges. L'INRED, qui a travaillé avec Axiel sur une trame de présentation avec le kit de Smart Électronique. Donc il y a beaucoup de supports qui existent, des supports qui sont très vulgarisés, qui permettent à ces jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des candidats qui sont plutôt jeunes, où il faut vulgariser cette microélectronique et leur donner envie. On peut également aller avec des tenues salle blanche, leur expliquer pourquoi on est obligé de se mettre en tenue salle blanche. Donc, ce qu'il nous faut pour cette action-là, c'est avoir des ambassadeurs formés et mutualiser justement donc, nos ressources pédagogiques. Et bien sûr, l'idéal, ce serait également d'avoir des financements qui nous permettraient de pouvoir faire venir des élèves à notre rencontre, des élèves qui sont un peu éloignés à la rencontre des industriels pour leur parler du métier de la microélectronique. Donc, dans toutes ces actions, les acteurs qui ont été identifiés, donc c'est le CEA, DRT, Siemens, Minalogic, ST, Soitec, SET, l'INRED, Axiel, Schneider et Aledia. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va donc passer à l'action 2, présentée par Tony Mandron de Minalogic, directeur micro et nanotechnologie. Alors là, on était plutôt sur la question alors, il y a des lieux qui existent sur le territoire grenoblois qui permettent déjà d'aller à la rencontre des scolaires. Et la question, c'était éventuellement, est-ce qu'on peut alimenter ces lieux? Est-ce qu'on peut nourrir ces lieux? Est-ce que les industriels peuvent utiliser ces lieux comme un vecteur de communication vis-à-vis des jeunes? Qu'en est-il? Bonjour à tous, merci Laurent. Donc oui, effectivement, cette action numéro 2 qui a été discutée en mars dernier dans le cadre du premier travail mené par l'IRT sur cette attractivité. Donc la microélectronique au service des enjeux sociétaux, donc c'est une action auquel vont participer, si ça a été noté la dernière fois en tant que tel, donc Minalogic, ST, l'INRED, Aledia, Schneider, le CEA et Captronic. Voilà. Donc l'idée, j'en ai discuté avec Janie Jean-Baptiste qui est ici, que j'ai vu. Voilà, donc l'idée ce serait de pouvoir concrétiser par une programmation scientifique et donc une exposition matérialisée par une exposition notamment à la Casemate, une exposition autour de la nano au sens large. On sait que la chaîne de valeur est grande. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va de l'extraction à la visio sur Teams, avec entre les deux une boîte noire qui est un ordinateur fait de plein de composants de cartes. Sur ces cartes, il y a des composants qui sont faits dans des salles blanches, etc. etc. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas forcément, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, ne savent pas forcément comment sont fabriqués tous ces composants. Et l'idée, ce serait de matérialiser à la Casemate, donc sur une surface d'à peu près 100 mètres carrés, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, à partir peut-être de Q2 2024, début Q2 2024, une exposition donc, qui impliquerait peut-être une implication des industriels que j'ai notés, que j'ai mentionné tout à l'heure, mais peut-être de PME aussi. C'est peut-être moins facile pour les PME parce qu'il faut pouvoir mettre en place des gens qui donnent un peu de leur temps pour ça, de pouvoir montrer des démos, etc., des choses comme ça. Alors on ne va pas montrer un smartphone complet, ça ne servira à rien. On ne va pas montrer non plus une salle blanche non plus, parce qu'on ne va pas refaire une salle blanche à la Casemate. Donc peut-être qu'il faut corréler ça aussi chez des grands groupes qui ont des salles blanches comme ST, peut-être faire organiser des visites. Donc le public visé, je ne l'ai pas forcément mentionné au départ, c'est en dessous le lycée, donc avant le lycée, donc plutôt les collèges. Voilà. Donc peut-être, je ne sais pas si ça se fait déjà, on sait qu'il y a déjà la fête de la science qui existe, sur un modèle, donc peut-être pas forcément micro, nano spécifiquement, mais essayer de s'inspirer un peu de ces choses-là pour cibler ce public-là et leur montrer un peu comment une salle blanche crée en fait des composants qui se retrouvent dans ces systèmes-là et dans bien d'autres, bien entendu, voilà, pour essayer de les éveiller là-dessus et puis d'évangéliser un peu ce domaine-là, voilà, pour essayer de rendre la filière plus attractive, etc., etc. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de discuter de tout ça avec tout le monde, mais on n'a pas le temps, je pense, de toute façon. Mais voilà un peu l'idée, en fait, de cette action numéro 2. Voilà, merci. Parfait. Merci Tony. Sur ce volet-là, alors on l'a évoqué, alors chasser en meute, il y a le terme de coopétition qui est un terme assez ancien, mais qui marche toujours très bien aussi sur ces questions-là. On l'a évoqué, à un moment donné, il y a ces questions
de mise en commun, de mutualisation de ressources aussi, à l'échelle des grands groupes et aussi entre grands groupes et PME, TPE. On a pas mal de dispositifs, emploi, ou autour de la microélectronique. La question, c'est aujourd'hui comment les industriels se mobilisent éventuellement pour y participer. Et pour ça, Pierre Genouvrier de l'INRED va témoigner sur ce qui est possible de faire dans le cadre des événements qui sont déjà inscrits au planning, on va dire. Bonjour à tous. Déjà, vous signalez que je représente ma collègue Élodie Janingro qui ne pouvait pas se joindre à nous. Mais quelque part, je trouve ça intéressant aussi parce que finalement, ces problèmes de recrutement, d'emploi, de compétences, ce n'est pas les problèmes des ressources humaines dans nos entreprises, c'est les problèmes de tout le monde. C'est mon problème en tant que directeur technique, c'est le problème de l'entreprise, c'est le problème de mes collègues qui travaillent avec moi parce qu'à un moment, ils ont besoin de quelqu'un en plus pour faire le job. Et effectivement, si on s'engage dans une compétition entre industriels à se dire bah, tiens, je vais aller te piquer telle et telle ressource, on ne va pas aller très très loin. Et puis on ne va pas donner une très bonne image, je pense aussi à nos jeunes. Hein, on parle solidarité, entraide, il faut être ensemble au sein de la France, au sein de l'Europe, et essayer de défendre ce bastion européen qui est quand même un havre de paix aujourd'hui dans le monde. Et voilà, je pense qu'il y a cette prise de conscience qu'il faut qu'on change un peu notre approche, nos axes de promotion. Et du coup, cette idée de se dire, bah, sur les salons de l'emploi existants, je ne vais pas juste représenter l'INRED, je ne vais pas représenter ST simplement, ou Schneider ou d'autres, j'aurais pu en citer beaucoup, parce qu'on est nombreux. Mais plutôt se dire, quand vous venez sur le bassin d'emploi grenoblois de la microélectronique, vous aurez la chance de pouvoir participer à beaucoup d'enjeux sociétaux. Parce que l'électronique, elle est partout, parce que ce qu'on fabrique, ce qu'on fait, bah, ça participe de près ou de loin au système de vie qu'on a, à la vie prospère qu'on a, etc., etc. Et évidemment, maintenant, à nos impacts climatiques, etc. Et si je fais de l'électronique à Grenoble, eh ben, j'ai quand même une bonne chance que ce soit quand même beaucoup plus vertueux que si je la laisse faire en Chine et que j'achète les choses. Je pense que ça, c'est assez imparable comme argument aujourd'hui. Donc, essayer de se dire, bah, il y a une filière microélec et tous autant qu'on est industriel, allez la représenter d'abord. Et ensuite, évidemment, ce qui n'empêche pas une promotion plus locale de, suivant l'appétence des candidats ou des étudiants sur tel ou tel enjeu, à venir créer des capteurs, des objets microélectroniques, des systèmes électroniques plus variés. Voilà. Et évidemment, essayer aussi de dire aux candidats, parce que moi, je me suis confronté à ça, en fait, pour donner une petite anecdote, il y a 5 ans, je suis allé à l'UT de Saint-Étienne, on a eu une difficulté à recruter des techniciens. C'est extrêmement difficile de recruter des techniciens, donc avec la personne des ressources humaines qui travaille avec moi, on s'est dit, on va aller à la source, en fait, on va aller voir l'UT, bonjour, est-ce qu'on peut se voir? Alors la personne au début était un petit peu sceptique, elle dit, si c'est pour avoir une liste de CV, c'est pas la peine de venir. Donc on a dit non, c'est pas pour avoir une liste de CV, c'est juste pour comprendre. Vous formez des gens qui ont les compétences qu'on recherche. Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Qu'est-ce qu'on a raté, nous? Et donc effectivement, il y a déjà cet échange sur, déjà on va discuter. Qu'est-ce que vous faites vous? Je ne sais pas, en fait, je ne vous connais pas. Donc déjà, on a raté quelque chose. Si à Saint-Étienne, on ne connaît pas, c'est quand même pas très très loin Saint-Étienne. Et puis après, après s'être apprivoisé, après avoir montré que concrètement, on allait s'impliquer dans l'IUT, on allait prendre notre part pour évangéliser un petit peu nos besoins et en quoi ils contribuent à des choses importantes pour tout le monde et pas que pour l'entreprise. Les candidats qu'on a pu, ou les candidats ou les étudiants, on va dire, les candidats en devenir qu'on a pu rencontrer, nous ont dit, écoutez, moi, c'est un effort pour moi, en fait. Moi, j'habite plutôt dans cette région. Aller à Grenoble, c'est pas anodin pour moi, c'est un investissement. Pourquoi je vais m'investir à venir dans ce bassin? Effectivement, si on arrive à expliquer que aujourd'hui, je vais venir peut-être pour EDV, demain, je serai chez l'INRED, après, je vais aller chez ST, si j'en ai envie. Et si j'ai envie de rester dans l'entreprise parce que je m'y sens bien, je peux y rester aussi et je peux faire toute ma carrière dedans. Mais accepter ça, en fait, accepter de dire, écoutez, vous venez pas juste pour moi, en fait. Vous venez pour quelque chose de plus large, de plus grand. Et on a senti quand même que là, du coup, il y avait quelque chose de différent. Et la personne, elle se sentait pas liée à une entreprise qui va la recruter. Elle se disait plutôt, je vais investir quelque part une partie de ma vie, mais à créer quelque chose de plus large, où c'est moi qui choisis où je vais. Et c'est pas l'entreprise qui me dit ce que je vais faire. Voilà, donc, je vais m'arrêter là sur le laïus, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée, et je pense qu'on est tous un peu concernés et conscients que dans notre discours, il faut qu'on change ça, il faut qu'on change l'approche
pour aller vers ça. Et tout ce que j'ai entendu ce matin va évidemment dans ce sens. Hein. Tout converge autour de ça. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est au-delà de la façon dont on s'inscrit éventuellement dans les dispositifs existants en jouant un peu plus une logique de filière, on va dire. Il y a la question éventuellement d'aller vers des temps ou des actions spécifiques à la microélectronique en dehors des temps déjà fléchés. Et pour ça, c'est Stéphane Berthier qui va s'exprimer pour ST. Bonjour à tous. Alors effectivement, ça fait une super transition parce que tu as presque tout dit. C'est que la première chose, avant d'attirer, il faut être connu, d'accord ? Et il faut être connu pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit. C'est notre produit final. C'est-à-dire sans la microélectronique, il n'y a pas de voiture électrique. Sans la microélectronique, il n'y a pas de télémédecine, il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a pas de véhicule autonome. Bon, bref, je ne vais pas vous faire la liste complète parce que vous la connaissez aussi bien que moi, voire mieux. Donc, il faut effectivement qu'on redise et qu'on refasse connaître au public et à nos futurs candidats ça. Et comment on participe effectivement quelle est notre responsabilité sociale, sociétale, et comment on participe à l'amélioration de la société. Et ce que disait aussi Anne-Fleur Barret, donc comment on y participe aussi dans notre cycle de production, et comment on y participe surtout avec nos produits finis. Donc l'idée, en fait, de ce forum de l'emploi, ça serait plutôt l'inversé, ça serait un forum de découverte de la microélectronique, c'est-à-dire faire comprendre ce qu'on fait au quotidien et comment on participe à l'amélioration du monde. Donc ça serait un showroom, effectivement, un événement avec une présentation des produits, de nos technologies, de toutes les innovations technologiques que l'on mène. Et ensuite, derrière, effectivement, l'écosystème. Est-ce que la filière peut proposer aussi en termes de parcours de carrière. Parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup d'écologie. Il y a encore 2-3 candidats qui s'intéressent aussi au parcours de carrière, en plus de cette partie écologie. Donc c'était de se dire, OK, présentons la filière microélectronique, faisons en sorte qu'elle soit mieux connue et pour les bonnes raisons. Et ensuite, mais quel est l'éventail des possibles, qui est énorme sur notre territoire pour ces différents candidats. Mais la première chose, c'est vraiment l'employeur branding de notre filière. C'est-à-dire, toutes les entreprises, on bosse sur notre marque employeur, bossons sur la marque employeur de la filière microélectronique. Voilà. Ça rejoint aussi, quelque chose qui m'a étonné pour conclure, c'est le nombre incroyable d'actions qui sont menées sur le territoire. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais je pense que ça nécessite un peu de coordination, parce que finalement, j'entendais Simon Herman juste avant, avec cette action, on se rejoint beaucoup. En tout cas, il y a des points de liaison. Pareil sur Fame, pareil sur plein d'autres projets. Je pense qu'on a tous les mêmes projets, on a tous les mêmes idées, donc faisons en sorte effectivement qu'il y ait une coordination et qu'on arrive à regrouper ces projets pour qu'ils arrivent encore plus vite plutôt que de travailler en silo. Et aujourd'hui, ça peut être le bon point zéro, entre guillemets, pour la coordination de toutes ces actions. Merci. Alors, on l'a dit, alors, pendant longtemps, on a pensé que la transition des territoires, elle allait être amenée par le consommateur. En fait, c'est le collaborateur en fait, qui est visiblement en train d'amener les entreprises à changer de modèle. Ils ont besoin qu'on les forme à la microélectronique, mais pour l'utilisation des outils numériques, parfois ils ont un peu plus de facilité même que nous, peut-être. Donc la question de ce poste, comment est-ce qu'on diversifie aussi les outils pour aller les chercher, et comment on diversifie éventuellement sur les contenus et sur ce que l'on dit sur le pourquoi. Donc Camille Vigo pour Schneider Electric. Bonjour à tous. Alors,
il y a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas, mais je dirais une immense majorité, parce que j'ai le plaisir de rejoindre ce forum pour la première fois. C'était Elisabeth Loger qui était là jusqu'à présent, donc c'est une première pour moi et je suis ravie d'être parmi vous. Donc moi aujourd'hui, je viens plutôt vous apporter un témoignage un petit peu de ce qu'on est en train de faire chez Schneider Electric, mais qui va reprendre vraiment tout ce qu'on vient de se dire depuis ce matin. D'ailleurs, c'est pour moi extrêmement rassurant en tant que RH, même si ce n'est pas qu'une histoire de RH, je suis complètement d'accord, c'est que franchement, il y a 100% de ce qui a été dit qui est valide. Et ça, je ne m'y attendais pas complètement. Donc, super bonne nouvelle déjà. Quand on parle d'outils numériques au service de l'attractivité, c'est vrai que le premier mot sur lequel il faut insister, c'est l'attractivité. Parce que les outils numériques, c'est le canal. C'est le canal par lequel vous allez communiquer, mais quelque part, si vous communiquez en mauvais contenant, ça ne sert à rien, vaut mieux tout ça aller se coucher. Donc le contenu, ça va être l'essentiel. Donc ça va être qu'est-ce qu'on va vendre. Je vais revenir un petit peu sur ce que Anne Fleur disait tout à l'heure, c'est le sens. Il est essentiel de donner du sens à ces générations. C'est ce qu'elles viennent chercher. Après, que ce soit microélectronique ou même autre chose, j'ai envie de dire, je pense que la première question, c'est qu'est-ce qui fait que demain, je vais me lever et je vais aller bosser en me disant, je participe à quelque chose qui est non anxiogène pour moi et qui participe à quelque chose de grand. Donc on appelle ça, de manière un peu barbare, souvent un peu l'EVP, l'Employee Value Proposition, ou finalement la proposition de valeur pour l'employé. Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup minoré dans les années précédentes, parce que finalement le marché de l'emploi était tellement en faveur de l'employeur que qu'est-ce qu'on allait passer du temps à bâtir ça. Bon, maintenant, les choses se sont un peu rééquilibrées, et finalement c'est tant mieux. Hein. On dit beaucoup... Évidemment, on souffre parce qu'on recrute avec beaucoup de difficultés, mais dans un sens, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites grâce à ça. Hein. On réfléchit autrement à mieux gérer nos collaborateurs. J'étais encore hier en train d'accueillir de nouveaux embauchés. Tous les mois, je passe une journée à accueillir 80 à 100 nouveaux collaborateurs. Et en fait, ça, c'est tout nouveau, on ne le faisait pas avant. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de temps à perdre, parce que déjà, c'était bien chouette qu'on les recrute. Bon, maintenant, c'est un peu différent, on leur dit bonjour, et on passe 8 heures à leur expliquer combien on a de la chance de les avoir, combien ils ont de la chance d'être avec nous, mais bon, finalement, il faut passer un petit peu de temps. Et quand je dis ça, c'est aussi important pour les stagiaires et pour les alternants. C'est-à-dire que tout stagiaire qui est là pour plus de 3 mois, il passe à travers cette moulinette. Là aussi, pourquoi ? Parce que sans les écoles, on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, Schneider Electric, c'est par an 1700 campus. Qu'est-ce que c'est campus ? C'est les stagiaires, c'est les alternants et c'est les VIE. Et en fait, l'objectif, c'est de recruter une grande partie de ces campus. Donc, les derniers chiffres, là, c'est 17% de nos recrutements de l'an dernier qui ont fait partie de ces campus. Donc Schneider Electric, sur le territoire France, c'était 1250 recrutements l'an dernier. Ça va être à peu près la même chose cette année. Donc vous comprenez pourquoi la question de l'attractivité, elle est clé. 1250 recrutements, c'est pas rien. On est pile dans le sujet dans le sujet du jour. Donc ces écoles, il est clé qu'on s'en rapproche, qu'on établisse des partenariats de qualité. Et ça commence en effet dès le collège. Et ça va jusqu'aux plus grandes écoles. On peut se passer d'aucune de ces écoles. Donc, il faut qu'on soit proche d'eux. Il faut qu'on accompagne correctement nos collaborateurs une fois qu'ils sont chez nous. Mais donc, quand vous avez le contenu, quand vous dites finalement on est une bonne boîte, on a un bon message, travailler chez nous, ça fait sens, vous êtes au cœur des enjeux de la société, c'est très bien. Mais faut-il que ce soit connu ? Et même quand on s'appelle Schneider Electric, et bon, sans vouloir faire de publicité, on est quand même un petit peu gros, on ne va pas se mentir, un gros chiffre d'affaires, 14 500 collaborateurs sur le territoire France. Et bien, si vous allez voir votre voisin ou votre voisine de palier, il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent qu'on fait des ascenseurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui croient que Schneider Electric fait des ascenseurs. Donc en fait, on a une super bonne notoriété acquise, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes chez Schneider, les gens sont contents d'y être et on a des très bons scorings sur Happy Trainee, sur Glassdoor, qui est un peu l'équivalent du TripAdvisor pour les entreprises. Mais en notoriété spontanée, on n'y est pas. Donc on a beaucoup de chemin à faire. Et ce chemin à faire, ça va aussi passer en effet par les outils du numérique. Comment est-ce qu'on va apparaître dans le fil de tous ces ados qui scrollent toute la sainte journée et pour qu'à un moment, ils voient nos entreprises, quelles qu'elles soient, apparaître avec un message qui leur fait envie. Donc on va parler de LinkedIn, obligatoirement.
Après, est-ce que tous les jeunes ados vont sur LinkedIn? Très sincèrement, pas complètement. Mais enfin, en tous les cas, on ne peut pas s'en passer, hein. Donc, on va sur LinkedIn. On a d'ailleurs créé un réseau un peu qu'on a appelé Schneider Advocacy pour faire en sorte que nos collaborateurs soient nos meilleurs ambassadeurs. C'est-à-dire on leur donne des messages et après ils les prennent, ils les twistent, ils les communiquent. Mais pour ceux qui font un peu du LinkedIn, en post LinkedIn, c'est quoi? Un bon post LinkedIn, c'est 1 heure de boulot. Celui qui vous dit qu'il fait ça en 2 minutes, moi j'y crois pas trop. Donc on a fait ça. Mais après c'est Facebook. Facebook quoi? Parce qu'il y a les parents. Parce que les jeunes, ils vont plus sur Facebook, mais les parents, ils vont sur Facebook. Et souvent, c'est qui conseille le gamin? Bah, c'est le papa ou la maman autour de la soupe du dimanche soir. Donc Facebook. TikTok. Là, c'est un nouveau challenge et qui est autrement complexe. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est de la vidéo. Donc, on parle de contenu. Et le contenu, c'est cher. La vidéo de tout à l'heure, 3 000 à 4 000 €, je dirais. Bon, voilà. Mais le contenu, c'est cher. Donc, en fait, ça veut dire que comment est-ce que vous décidez quand vous investissez, comment vous investissez, où? Donc, vous allez faire du homemade et vous allez faire plein de petites vidéos par vos ambassadeurs et ça, c'est super. Mais voilà, c'est une stratégie. Donc, ça veut dire que quelque part, nous tous, en tant qu'entreprise, on doit se poser la question de quelle est notre stratégie de communication parce que les moyens ne sont pas... voilà, il y a des limites et pour être sûr qu'on arrive à capter cette nouvelle génération et qu'on apparaisse dans des fils de scrolling et que oui, ils aient envie de nous rejoindre demain. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, Schneider, ST, l'INRED, Soitec, alors même si certains visiblement n'ont pas la notoriété qu'ils souhaiteraient, mais bon ça je crois qu'on malheureusement il y a plus mal loti, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des acteurs qui ont moins de moyens peut-être à mettre à disposition de cette dynamique collective, mais qui souhaitent tout de même y contribuer, qui ont intérêt à y contribuer. Et donc on va voir un peu à leur niveau, je dirais, comment ils peuvent ou ils souhaitent se mobiliser, comment ils le font déjà et quelles sont les perspectives. Donc d'abord, en commençant par Jean-Philippe Gendre de Linxium, qui va donc donner la vision plutôt côté émergence, start-up, démarrage, mais de ces acteurs. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous donner une perspective, c'est celle des startups. Donc avant de vous parler de l'environnement startup et leurs problématiques RH, en fait je vous dis 2 mots sur Linxium parce qu'on n'est pas très connu par rapport à Schneider ou l'INRED ou ST Micro. Donc Linxium, en fait notre mission c'est de transformer les travaux de la recherche scientifique en compétitivité économique. Donc en fait on assure un continuum qui va de la maturation des technologies jusqu'au marché. Alors concrètement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la maturation des technologies, on choisit une voie de valorisation et cette voie privilégiée, c'est la création de start-up. Donc Linxium est systématiquement cofondateur des start-up qui sont créées et c'est des start-up qu'on va accompagner tout au long de leur vie jusqu'au moment où on va céder notre participation. Alors, en perspective, Linxium, on existe depuis 7 ans. Donc, on a cofondé 75 startups. Ça représente 450 emplois créés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces startups, au début, lorsqu'elles naissent, en fait, c'est 2-3 personnes. Et 4-5 ans après, ça peut être 20-30 personnes. Alors, ça reste quand même des petits effectifs par rapport aux grandes entreprises. Mais en termes de transformation, c'est beaucoup de recrutement. Alors, c'est des sociétés qui ne peuvent pas payer aussi bien que les grands groupes. Qui ont beaucoup moins de notoriété, donc il faut être créatif en termes d'attractivité. Donc moi je vois, donc ça c'est les retours des startups que je vous donne, il y a deux facteurs majeurs dans l'attractivité. Le premier facteur, en fait, vous l'avez tous dit, en fait c'est l'impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes ingénieurs veulent savoir finalement pourquoi ils sont là. Donc les technologies doivent être impactantes pour la société, pour la vie des gens, pour le futur. Et moi, je trouve que c'est assez facile, en fait, dans la microélectronique, parce que on a des projets qui sont strictement dans la filière microélectronique. Donc, ça, c'est des projets nouveaux matériaux, composants, donc c'est purement microélectronique. Et on a également des projets qui sont à l'intersection de sciences, c'est-à-dire que vous avez des projets microélectroniques qui sont à l'intersection de la biologie. Donc, ça va, on parlait de la santé, donc là, ça va être des devices médicaux. Donc, il y a un impact qui est tout à fait tangible, en fait, sur la vie des gens. Donc, c'est très facile à mettre en valeur. Le deuxième volet, on n'en a pas beaucoup parlé,
Et ça, c'est un volet qui est essentiel pour les startups. En fait, c'est l'environnement de travail. Et l'environnement de travail, ça comprend plein de facteurs différents. Et le premier facteur, c'est le travail en équipe. Donc, je suis assez surpris qu'on n'ait pas trop parlé, parce que peut-être c'est complètement intégré. Mais pour les startups, en fait, il y a une équipe qui est très soudée. Et les jeunes ingénieurs qui rejoignent la startup vont chercher en fait cette proximité, ce travail en équipe. Bon, ensuite, toujours dans l'environnement de travail, vous avez le traitement des employés, effectivement, le cadre de travail, la diversité des métiers. Voilà, donc ça, c'est les deux facteurs d'attractivité principaux, donc qui sont mis en avant et qui sont séduisants. En fait, on arrive à recruter. Après, il y en a d'autres, mais qui sont plus liés vraiment au profil des startups. Hein, donc, c'est le caractère entrepreneurial. C'est-à-dire que les gens qui rejoignent en fait une start-up font partie d'une histoire, d'accord. Donc ils sont au début d'une histoire, même s'ils ne sont pas à la fondation de l'entreprise, c'est une histoire particulière, la start-up. Voilà, donc ça c'est aussi le volet entrepreneurial. Donc moi je ne vous cache pas que les start-up ont des soucis de recrutement. Mais ils y arrivent en étant créatifs, en développant tout simplement leur offre. En fait, il y a une marque entreprise en fait, qu'il faut arriver à créer petit à petit, et c'était des sujets qui n'étaient pas des sujets start-up avant, et donc il faut augmenter sa notoriété. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. D'accord. Merci pour ce témoignage sur les structures. Sur les structures en émergence, alors des acteurs qui là pour le coup ne sont pas dans l'émergence, mais qui sont de taille beaucoup plus modeste que les gros acteurs qu'on a vus précédemment. Donc d'abord un témoignage de Jean-Luc Jaffard de Prophétie. Oui. Ça marche, oui, ça a l'air. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, si je faisais un sondage rapide, qui connaît Prophétie dans la salle? Je dois dire que ceux qui répondent, je dois tous les connaître. En dehors de ça, personne n'est connu. Et pourtant, cette société maintenant a 8 ans d'existence. Ça a été une des sociétés, et c'est toujours une des sociétés qui a été le plus capitalisée dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis 5-6 ans. Mais c'est vrai qu'en termes de notoriété, peut-être dans la région grenobloise, on souffre de deux choses. Un, on est une start-up. Et deux, on est une start-up principalement basée à Paris, à mi-distance entre la gare de Lyon et la place de la Bastille. Et oui, il y a des start-up, des faiblesses qui existent au centre de Paris. Donc effectivement, tout ça, ça fait des choses très étranges pour une start-up. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, on discute aujourd'hui avec des partenaires, aussi bien fournisseurs que clients, qui sont de taille mondiale. Donc on doit s'adresser, on doit pouvoir répondre à ces infrastructures. Donc qu'est-ce qu'on développe? On développe une technologie basée sur la réplication du comportement de l'œil humain et de comment le cerveau interprète les informations ici de l'œil humain. Alors il y a 4 ans, nous avons décidé de nous installer à Grenoble. Une partie de la société est à Grenoble. Et ce pourquoi? Lorsqu'on parlait d'intégration, c'est assez intéressant de se poser la question. En fait, on est venu à Grenoble pour 2 raisons. La première raison, c'est que Grenoble est quand même un pôle mondial en imagerie. Et aujourd'hui, on est une des locations à travers le monde où on peut trouver pratiquement toutes les technologies d'imagerie concentrées dans un cercle de 30 km. Donc je pense là aussi, je ne suis pas certain que tout le monde soit au courant de ça. Et la deuxième qui est associée à ça, c'est qu'on est dans un environnement, un écosystème où on peut trouver des partenaires, des employés futurs et autres. Donc ça a été vraiment la raison pour laquelle on s'est implanté et on continue à faire croître cette activité sur Grenoble. Après, si on parle de la problématique de recrutement, il est clair que nous avons exactement les mêmes. Je vais pour vous donner une idée du challenge. Aujourd'hui, nous sommes 120 membres de la société. Et nous avons 27 nationalités différentes dans la société. Alors, ce n'est pas quelque chose que l'on veut, mais lorsqu'on recrute les gens, eh bien, on regarde les profils et on prend les profils qui nous intéressent de là où ils viennent. Donc, toute la discussion qu'on a sur l'attractivité, c'est bien, la formation, c'est bien, il faut se rendre compte que lorsqu'on développe des sociétés hautement technologiques, il faut qu'on ait des formations hautement avancées et hautement performantes. Parce que le challenge, il n'est pas local. Si moi, je dois
embaucher quelqu'un qui a le bon profil, qui vient de l'Ouzbékistan, je ferai en sorte qu'il rejoigne la société. Donc c'est vraiment un message important. L'initiative d'accroître la formation, c'est bien. Il faut être certain que cette formation, si on veut développer des sociétés hautement technologiques, elle soit la pointe de ce dont est nécessaire. Alors ça, c'est un des aspects. On peut regarder ça sous un autre aspect. M. Jean le disait un petit peu. Pourquoi les gens rejoignent une start-up? La sécurité de l'emploi n'est pas totalement assurée. Mais c'est vrai que derrière, il y a une histoire. Donc, je ne dis pas qu'on embauche des geeks, mais on embauche des gens qui sont vraiment attirés par le domaine. Donc ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on est capable l'environnement d'une start-up n'est pas quelque chose d'extrêmement stable tous les jours. Ça varie, il faut savoir s'adapter. Mais ça provoque aussi des possibilités intéressantes en termes d'emploi et pas uniquement en termes de nombre d'emplois, mais en termes de profil d'emploi. On est très souvent amené, les collaborateurs, à travailler sur différents domaines. L'exemple classique, c'est vous avez quelqu'un qui a 3-4 ans d'expérience et qui se retrouve quasiment à discuter avec un client, et un client de taille importante, qui lui va avoir une structure avec des achats, avec des gens de business, avec des gens de technique. Donc on a non seulement quelque part un challenge sur la formation elle-même, mais sur le savoir-faire entre technologies, entre applications. Donc très souvent, on se rend compte que les passerelles existent, dans les grandes sociétés existent. On voit des gens qui commencent à faire un travail technique et puis qui mouvent vers le business et qui mouvent vers le management et autres. Et ça, c'est aussi vrai pour les startups, mais très souvent dans un facteur de temps grandement accéléré. Donc la sensibilité sur ces aspects-là, elle est aussi très, très critique. Donc voilà, c'est à peu près les messages que je voulais vous passer. Donc nous sommes très satisfaits de voir cette initiative, de comment rendre l'attractivité de la microélectronique plus grande. Et effectivement, on en a relativement peu parlé ce matin. Il y a 1 ou 2 intervenants qui l'a fait, mais malheureusement, ce qui sort de la microélectronique, c'est très souvent invisible. C'est enfoui dans un truc, machin, dans un coin, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, dire j'ai développé un morceau qui va dans un smartphone, ça parle. Et là, je pense qu'il faut que quelque part, on travaille aussi dans ces axes-là, non pas sur nos utilisateurs directs, mais les utilisateurs de nos utilisateurs. Donc la communication vers le grand public de ce que c'est que cette technologie, qu'est-ce que c'est que cet environnement et cette industrie est quelque chose d'important aussi. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, pour finir, un autre témoignage d'une PME, Pascal Metzger. Un peu la même question, à la fois qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ces questions-là d'attractivité, comment est-ce que vous allez à la rencontre des publics, et demain comment vous pouvez le faire, et éventuellement qu'est-ce que vous attendez comme aide, alors soit des grands groupes, soit des institutionnels et de leurs actions. Bonjour à tous et toutes. Alors déjà, je voudrais remercier l'équipe Minalogic et puis IRT Nanoelec pour l'invitation à témoigner. Alors, donc, je vais juste prendre quelques secondes, peut-être pas des minutes parce que c'est trop, mais quelques secondes pour présenter SET. Donc, nous sommes une PME. Nous sommes dans l'écosystème microélectronique. Nous existons depuis bientôt 50 ans. Par contre, je pense que ce qu'on fait, c'est peut-être un petit peu comme Profisi, peut-être pas grand monde qui sait. On fait des flip chip bonders. Alors, des flip chip bonders, ce sont des machines. Nous ne fabriquons pas, nous ne concevons pas de puces. Par contre, nous concevons et fabriquons des équipements qui permettent d'assembler ces puces. Et nous sommes un des leaders mondiaux, si ce n'est le leader mondial, dans la précision d'assemblage de ces puces. On arrive maintenant à être à 0,3 microns de précision. 0,3 microns, c'est un cheveu que vous coupez en 200. Voilà, ça vous donne l'idée. Voilà. Alors, la PME a vécu toutes sortes de choses et il y a 10 ans, elle est passée dans une autre phase de sa vie. Et en 10 ans, on a doublé l'effectif. Alors, doubler l'effectif, alors au début, ça se faisait assez bien. Alors, on est une boîte de haute technologie, donc il y a surtout des techniciens, des ingénieurs. Et puis, on s'est rendu compte qu'à certains moments, on commençait à avoir des problèmes de recrutement. Alors, on s'est dit, bon, on ne sait pas trop communiquer. Donc, on a recruté Anne-Sophie, qui est ici présente, pour nous aider dans notre communication. Ensuite, on s'est fait accompagner par une consultante RH en disant, ben voilà, on a du mal à recevoir des CV.
Alors, elle dit oui, bon, bah, vos CV, c'est entre guillemets des CV d'ingénieurs, quoi. C'est petit 1, il faut faire ça. Et en fait, au lieu d'attractivité, je pense qu'on était plutôt dans la répulsivité. C'est-à-dire que les gens disaient, bon, non, je ne suis pas capable, je ne connais pas tout ça, donc je postule même pas. Voilà. Après, on a dit, bon, il faut quand même qu'on s'étoffe. Donc, on a recruté Mélissande, qui est également ici présente, pour nous aider dans les recrutements. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à réfléchir en disant, mais il faudrait peut-être qu'on mette une bannière dans le champ à côté de chez nous, et puis qu'on explique ce qu'on fait. Alors, je n'ai pas dit, mais on est comme vous dans une vallée, on est comme vous cerné par les montagnes, mais on est en Haute-Savoie, on n'est pas dans le bassin grenoblois. Alors, on est un petit peu excentré par rapport à l'écosystème. Et donc, bref, nous sommes dans un village de 3000 habitants, et je pense qu'il doit y avoir 10 habitants qui savent ce que nous faisons. Voilà. Donc déjà, il faut balayer devant sa porte. On se dit déjà, il faudrait peut-être qu'on évangélise devant, déjà. Alors après, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. D'ailleurs, on a participé à des réunions de présentation et de préparation à ce forum, et on s'est rendu compte que nous, PME, avec des besoins de recrutement qui sont à l'unité ou maximum 10, bon, c'est sans commune mesure avec les ETI et les grands groupes qui sont là, mais finalement, les problématiques sont les mêmes. Il faut expliquer ce qu'on fait, il faut vulgariser, il faut semer des graines pour que, voilà, dans quelques années, ça germe. Et voilà, alors, juste à titre d'exemple, on parlait de lycée de collège. En Haute-Savoie, c'est à peu près 80 collèges et une soixantaine de lycées. Donc à l'échelle d'une PME, c'est compliqué d'avoir une personne qui prend son bâton de pèlerin et qui va tous les voir. Donc voilà. Donc l'idée de chasser en meute, c'est très bien. Et je conclurai juste sur un point, j'espère ne pas être trop long. En termes de sens, c'est des choses qui ont été dites. Il y a le mot co-pétition que j'ai vu. Depuis 10 ans, nous sommes une SCOP, donc Société coopérative et participative. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un projet d'entreprise commun. C'est-à-dire que tout salarié qui le souhaite peut devenir actionnaire de l'entreprise, et en tout cas, qu'il le soit ou pas, peut apporter sa pierre à l'édifice, peut apporter des idées, et ça nous permet d'avancer. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, non, je suis revenu au début, là. Hein, tout va bien. Hein, il est déjà dedans, hein, donc voilà, tout va bien. Ah non, c'était en double. Il y avait un. D'accord. On ne repart pas sur la séquence, hein, tout va bien. Ok, François, tu me confirmes. Bon, merci beaucoup à tous, en tout cas. Et puis donc, venez sur les corners, parce qu'il y a aussi énormément de ressources qui vous sont mises à disposition.